Tout d'abord, je voulais vous remercier à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui, à cet atelier, d'Evest, pour, maîtriser l'assurance vie. On parle beaucoup de l'assurance vie, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Ce placement, alors si on regarde les fondamentaux de l'assurance vie, c'est déjà un produit d'épargne au même titre que d'autres produits d'épargne, comme les comptes surlivrés, comme les comptes titres. C'est un produit d'épargne qui est à visée moyen et long terme et qui a le but de faire fructifier son capital. Donc, hem et c'est aujourd'hui le chouchou des Français. On dit souvent que c'est le couteau suisse de l'épargnant. C'est l'un des placements préférés des Français, puisque rien qu'en 2024, il y a 18 millions de contrats qui ont été souscrits. Et aujourd'hui, il y a presque 2 000 milliards en France d'encours gérés en 2024. Alors pourquoi c'est le chouchou des Français, ce produit d'épargne? On va regarder un petit peu. Alors tout d'abord, quand on parle d'assurance vie, il y a 2 types de contrats. On a d'abord les contrats monosupport, c'est-à-dire qui vont proposer qu'un seul support d'investissement. C'est, ce qu'on appelle le fonds en euros. Le fonds en euros, c'est le fonds général de l'assurance vie, de l'assureur. On est investi en fait sur les fonds propres de l'assureur et l'assureur va générer un rendement chaque année, qui va être délivré et qui offre en plus une garantie pour l'investisseur. Dans le passé, le fonds en euros a été environ en moyenne de 2 à 2,5. D'accord? Maintenant, les contrats mono-support, ils se font de plus en plus rares. La plupart des assureurs proposent des contrats qui sont multi-supports. C'est-à-dire qu'ils vont proposer à la fois le fonds en euros de l'assureur, hein, le fonds, on appelle ça aussi l'actif général, le fonds général, et également des unités de compte. Les unités de compte, on va, heu, alors ça c'est, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. OK. Donc les unités de compte, on va retrouver dans les unités de compte à la fois des fonds, qui vont être investis sur des marchés financiers comme les actions, des obligations. On va retrouver les fameux ETF qui répliquent des indices boursiers, mais on peut avoir une variété de supports comme, également, du private equity, de l'immobilier et ce qui fait en fait, de ce contrat de l'assurance vie quelque chose de très, très complet puisqu'on peut avoir à la fois donc cette garantie, du fonds en euros et en même temps diversifier, avoir des portefeuilles qui peuvent être très dynamiques dès lors qu'on investit sur des unités de compte. Donc on peut avoir tous les profils d'investissement et de risque à l'intérieur de son assurance vie et l'assurance vie, contrairement à son nom, n'est pas une assurance décès. C'est bien un placement qui est sur la vie et qui va pouvoir et qui s'éteint à la fin de la vie. D'accord? Hem, les objectifs de l'assurance vie. Quand on parle d'assurance vie, donc encore une fois, ce que je disais, c'est que c'est pas une assurance décès. Une assurance décès, c'est quelque chose qui va, se souscrire auprès d'un assureur en cas de décès. Là, c'est bien un placement d'épargne qui va nous permettre à la fois de se préparer une épargne de précaution, de se constituer un capital, préparer de compléter ses revenus et de transmettre à ses proches. Alors, pourquoi on peut se constituer un capital avec une assurance vie? Alors, sur le long terme, quand on place sur une assurance vie, c'est comme dans tout placement financier, l'argent va pouvoir travailler et créer des intérêts composés. Donc, je rappelle le principe des intérêts composés, qui est la beauté vraiment de l'investissement, surtout quand on investit sur une unité de compte. C'était Einstein qui disait que les intérêts composés, c'est la huitième merveille du monde. Si mon investissement génère des intérêts, ces intérêts vont être eux-mêmes réinvestis chaque année et vont travailler également et vont eux-mêmes créer des intérêts. Ce qui fait que l'on accélère au fil du temps. Plus on reste investi sur le long terme, plus au fil du temps, mon investissement
va se capitaliser et va créer des gains qui vont s'accélérer. Et ça, je l'oppose par exemple à de l'immobilier, où l'immobilier, par exemple, on reçoit un rendement chaque année, mais ce rendement, ce loyer n'est pas réinvesti et donc ne va pas régénérer des intérêts. Alors que dans une assurance vie, on va bénéficier des intérêts composés puisque mon rendement, si je reste investi, va lui-même travailler. Donc là, on prend l'exemple de Pierre, qui, a mis 50 000 € et qui, sur un profil, alors là, j'ai pas, voilà, sur 5, en intérêt simple, il aurait 30 000 €, mais en réinvestissant, donc en intérêt composé, le gain est de 66 000 €. D'accord? Donc là, c'est le rappel des intérêts composés, ce qui permet en fait de s'identifier à la notion de risque également. Je dis souvent que le risque, il est plus rémunérateur qu'on ne le croit. Alors maintenant, j'ai des cas pratiques. Des cas pratiques, par exemple, ici, on a Julie qui a 30 ans. Son objectif, c'est de se constituer un capital pour sa retraite à 60 ans. Donc, elle a 30 ans, elle est salariée, elle n'a pas besoin de cet argent. Donc, elle va mettre un premier versement de 1 500 € et elle va placer tous les mois 150 € pendant 30 ans sur un profit dynamique où on peut espérer jusqu'à du 8% en moyenne. Elle aura finalement fait une épargne de 55 500 €, mais au bout de 30 ans, elle aura eu une plus-value de 184 458 et ça lui fait un capital de 239 958 €. C'est juste pour illustrer la puissance de l'investissement programmé, que l'on fait dès le départ et quand on est sur un investissement programmé, autant prendre un risque un petit peu plus élevé parce que ça permet de lisser son investissement et de rentrer à des points différents. Donc, on a moins de d'exposition au risque sur un investissement que l'on fait directement. Ensuite, une autre, cas pratique, c'est le cas de Sonia, qui est salariée, en CDI. Son objectif, c'est d'épargner pour pouvoir s'acheter, un achat immobilier qu'elle voudra faire dans 10 ans. Et là, donc elle va faire un rachat plus tard. Donc là aussi, dans le même style, elle fait un versement initial avec des versements programmés pour pouvoir faire son rachat, hem, dans 10 ans. Pour Qui va lui faire, elle aura, son alors là, elle a peut-être une chouïa d'erreur, c'est pas le capital estimé à 60 ans, mais c'est dans 10 ans. Qui va lui permettre d'avoir, 40 000 € pour son investissement. Il faut savoir, on va y revenir un petit peu plus tard, que l'assurance vie a des avantages fiscaux. Après 8 ans, il y a un abattement de 4 600 € sur les gains, lors des rachats. Mais on va y revenir sur la fiscalité. Justement, sur sa fiscalité, on parle souvent on dit souvent que, ça sert à rien d'ouvrir une assurance vie si je ne veux pas investir moins de 8 ans et c'est complètement faux. C'est totalement flexible. On peut faire des rachats à n'importe quel moment sur son assurance vie et contrairement à ce qu'on croit, la fiscalité n'est pas, comme sur un compte titre, appliquée sur la plus-value qu'on retire, mais c'est comme si on avait un gâteau, sur un petit gâteau. J'ai investi mon capital et mon capital va générer des intérêts. Si je retire une petite part de la totalité, c'est comme si je coupais une petite part de mon gâteau où j'aurai à la fois une partie de mon capital, donc qui ne va pas être taxable, et seulement une partie qui va être des intérêts. Et c'est sur cette petite partie des intérêts que je vais être taxée et non pas sur la totalité. D'accord? Et l'intérêt aussi, c'est que la fiscalité, elle ne s'applique qu'au moment du rachat et donc uniquement sur les intérêts que je rachète de ma part du gâteau. Donc là, par exemple, on a une épargne de 10 000 €. La totalité de mon gâteau, c'est 10 000 €. J'ai un capital initial de 9 000
et le montant de ma plus-value qui est de 1 000 euros. Si je rachète 1 000 euros aujourd'hui, là-dessus, je vais avoir 900 € qui va être représenter mon capital et seulement 100 € qui va représenter mes intérêts. Et là, au niveau de la fiscalité, lorsque je vais faire mon rachat, c'est la flat tax aujourd'hui, sur mes rachats. Je vais être imposée autour de 30 sur mes 100 €, c'est-à-dire 33 € pour un rachat de 1 000 €. Donc c'est vraiment pas ça qui va nous nous empêcher de, profiter des avantages de la flexibilité de l'assurance vie. D'accord? Donc justement, je reviens sur cette fiscalité des rachats. Auparavant, avant 2017, on avait effectivement quelque chose qui était très prohibitif, sur les rachats avant 4 ans, et même jusqu'à avant 8 ans. Macron a changé en fait tout pour qu'on ait finalement, au même titre que n'importe quel placement financier, la flat tax, c'est-à-dire 30 heu, dont 17,2 ce sont ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, donc la CSG, la CRDS, et 12,8 qui, sont, le, mmh, le prélèvement forfaitaire unique. On peut choisir également le barème de l'impôt. Si jamais on n'est pas imposé, ça peut être plus intéressant d'utiliser, son barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais on aura toujours les prélèvements sociaux qui vont être imposés. Après 8 ans, effectivement, là, on a un intérêt supplémentaire. D'une part, on a cet abattement de 4 600 € pour une personne célibataire et 9 200 pour un couple. On va avoir un prélèvement forfaitaire unique qui va descendre à 7,5 pour les gains réalisés des primes qui vont être inférieures à 150 000 €. D'accord? C'est-à-dire si je place 150 000 €, hem et tout ce qui va être, tous les intérêts générés de ces 150 000 € vont être au prélèvement forfaitaire unique de 7,5 ou 24,7 si vous voulez, pour la totalité. Par contre, si j'ai placé plus de 150 000 €, là, je vais être taxée à la flat tax au-delà. Mais de toute façon, j'aurai mes abattements de 4 600 €. D'accord? Donc oui, c'est vraiment intéressant d'avoir, de l'assurance vie et surtout de l'ouvrir pour le tenir au bout de 8 ans. Mais très clairement, comme je l'ai montré auparavant, ne ne vous privez pas de l'utiliser pour des placements à plus court ou moyen terme parce que finalement, la façon dont c'est fait, les rachats finalement ne coûtent pas beaucoup en impôts. OK? Ensuite, on a des cas pratiques, par exemple, justement pour illustrer tout ça. Ici, c'est Emma qui a 45 ans, qui cherche, finalement à financer, un projet pour l'étude de ses enfants, qui va faire un rachat total. Donc là, elle s'est placée sur un profil équilibre plus, hein, 6 c'est un, entre équilibre et dynamique, généralement. Avec des versements initiaux et des versements programmés. Elle a constitué un ép un capital de à peu près 40 000 €. Et là, qu'est-ce que ça va représenter? Au bout de 8 ans, elle fait son rachat. Elle a son abattement de 4 600 €, son prélèvement forfaitaire unique à 7,5 parce qu'elle a moins de 150 000 € qui ont été investis. Donc finalement, avec les prélèvements sociaux, vous voyez que c'est quand même les prélèvements sociaux qui correspondent au maximum aujourd'hui, c'est là où on est le plus taxé, puisque finalement sur l'impôt, elle ne paye que 305 €, d'accord? Et donc, elle a elle peut racheter son contrat et payer les études de ses enfants. D'ailleurs, question à votre avis, est-ce qu'il faut qu'elle, ferme son contrat ou qu'elle le garde même avec 100 €? Je sais pas si quelqu'un veut, bon. Qu'elle le garde, bien sûr qu'elle le garde. Elle le garde parce qu'effectivement, heu, c'est la ce qui est important, c'est de noter que c'est l'antériorité du contrat qui compte et non pas l'antériorité des versements.
C'est-à-dire que si vous avez déjà un contrat qui a 8 ans, et que vous voulez rajouter de l'argent dessus, heu et vous bénéficierez de la fiscalité des 8 ans. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant et je vous encourage à ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie dans différentes groupes, ce qui vous permet finalement de maximiser en fait vos opportunités, de ne pas être forcément cantonné qu'à un seul contrat d'assurance vie, puisque 8 ans, vous allez voir, ça passe, enfin, on sait, ça passe très, très vite. Un rachat important en cas de prime, oui, alors là, par exemple, l'idée, c'est de se dire, j'ai une grosse prime. Je travaille, dans une grande entreprise, j'ai eu mon bonus, j'ai eu 75 000 €. Sur quoi je vais le placer? Je veux le placer, mais j'ai pas forcément envie heu, de le garder pour 8 ans. Je vais l'utiliser, régulièrement, pour des investissements. Là, je vais pouvoir l'utiliser, par exemple, pour un profil prudent. C'est à la question, elle se pose souvent, heu, est-ce que je peux utiliser l'assurance vie comme épargne de précaution? Aujourd'hui, on peut, grâce à des profils prudents ou des taux en euros, avoir finalement, des, rendements qui vont être supérieurs au livret A. Je rappelle que le livret A, là, il baisse à 1,7, ce qui n'est pas grand-chose, alors qu'aujourd'hui, on a des fonds en euros, et notamment des boosts qui nous permettent d'avoir, à peu près du 4 garanti pour l'année prochaine. OK. Donc là, Élodie, elle décide finalement de mettre ses 75 000 € sur son assurance vie, sachant que, elle va déjà faire un rachat partiel l'année prochaine de 25 000 €. Qu'est-ce que ça lui aura fait, comme impact? Elle aura quand même eu 3 000 € de plus-value à 4. Elle va être imposée, mais elle va pas effectivement, comme je l'ai expliqué, être imposée sur ces 3 000 €, mais sur la partie, du des intérêts, de son rachat. D'accord? Donc là, elle rachète 25 000 €. Il y a simplement, 962 € qui sont des gains. Heu, Son contrat ici, il a plus de 8 ans. Elle est sur investissement où, elle avait ah non, son contrat, pardon, a moins de 8 ans. Donc elle est sur la flat tax, donc à 30 ou 12 de PFI et cetera. Donc elle aura finalement 288 € de fiscalité sur ces 25 000 €. D'accord? Donc ça montre que, c'est particulièrement intéressant d'utiliser aussi l'assurance vie, sur une épargne de précaution de plus d'un an par rapport à du livret A qui aujourd'hui ne rapporte pas grand-chose. Même si on a un peu de fiscalité, l'impact n'est pas si important que ça. D'accord? Autre, sujet, on va peut-être aller un peu plus vite. Je regarde un petit peu. Oui, ça c'est très important quand même. Hem, L'assurance vie permet, notamment quand on est retraité, d'obtenir des revenus complémentaires. Hem, Par exemple, aujourd'hui, j'ai 68 ans, je suis retraitée, je cherche à me faire un revenu complémentaire de 3 000 € par mois. Donc là, de la même façon, j'ai accumulé un capital de, 200 000 €, sur une assurance vie qui a plus de 8 ans. Mon effort d'épargne, bon, il aura été que de 130 000 €. Mon rachat, je vais avoir, 36 000 €, puisque c'est bien 3 000 € fois 12. Mes gains imposables, ils ne vont être que de 12 600 €, ce qui fait que finalement, mon coût, ne représentera que 230 € par mois sur 3 000 €. D'accord? Donc encore une fois, c'est un exemple qui fait que je peux avoir, cette capacité de créer des versements complémentaires qui vont être très intéressants et qui vont être moins imposés que sur le revenu. Donc vraiment, c'est un outil très intéressant pour,
se constituer des versements complémentaires à la retraite. OK? La transmission à ses proches. Alors, on peut, l'assurance vie a un intérêt au niveau de la transmission qui est particulièrement intéressant, ce qui ça ne va pas rentrer dans l'actif successoral. Heu, donc on va sortir les assurances vie, le montant de ces assurances vie de l'actif successoral, hem, jusqu'à 152 000 € par bénéficiaire, d'accord? Je peux mettre autant de bénéficiaires que je veux et transmettre 152 000 €, à mes bénéficiaires, hors droit de succession, OK? Hem, mais donc je choisis mes bénéficiaires. Attention néanmoins à bien rédiger la clause bénéficiaire. Donc ça, c'est très important, notamment, mesdames, quand vous êtes mariées, faites bien attention de ne pas dire: «Ah, je mon bénéficiaire est, Jean-Paul, Jacques». Mais si c'est votre conjoint, mon conjoint, non séparé de corps et cetera. Parce qu'il peut y avoir des divorces et on oublie, de changer sa clause bénéficiaire et malheureusement, il arrive quelque chose, vous êtes divorcés et ben tant pis, ou même vous êtes remariés avec votre nouveau conjoint, c'est votre ancien conjoint qui va, récupérer la clause bénéficiaire. Donc vérifiez bien que votre clause bénéficiaire soit bien rédigée de façon à ce qu'elle soit protégée en cas de divorce, remariage, naissance des enfants. C'est-à-dire que là aussi, vous avez aujourd'hui 2 enfants. Si vous mettez le nom de vos enfants et que demain vous avez un troisième enfant et que vous n'avez pas rajouté, le troisième enfant, votre troisième enfant n'aura rien. Donc il y a également mes enfants nés ou à naître et là vous dites à part égale et cetera. D'accord? Généralement dans les contrats d'assurance vie, les clauses bénéficiaires, elles sont pré-rédigées, les assureurs mettent des clauses bénéficiaires pré-rédigées et vous pouvez hem, choisir en fait comment rédiger cette clause bénéficiaire. Mais c'est un outil de transmission extraordinaire, qui permet de finalement vraiment défiscaliser une partie, de cette succession. Donc heu, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est très intéressant. D'accord? Est-ce qu'on peut déshériter totalement ses enfants? Eh bien non. Par contre, on ne peut pas dire, «Je mets tous mes biens, personnels, mes biens dans une assurance vie et je donne tout à Tartempion, à la personne qui s'occupait de moi et ça me permet de déshériter totalement mes enfants parce que, c'est des ingrats». La loi revoit quand même, si jamais il y a une part excessive de vos biens qui a été transmis par l'assurance vie, d'accord? Mais par contre, on peut effectivement, ajuster, une partie et favoriser certaines personnes avec la clause bénéficiaire, dès lors qu'on ne déshérite pas et qu'on ne rentre pas dans la partie réservataire de la succession. OK? Autre chose qui est intéressant, oui, donc c'est 152 500 donc par bénéficiaire, et ensuite on va aller à 20 au-delà de 700 000 € et ensuite on est, à 31-25 à partir de 882 500 au niveau de la des sommes, hem, versées pour les bénéficiaires. Là, une question et ça, c'est pour les sommes qui sont versées avant 70 ans. Donc faites bien, vos versements, vos investissements le plus possible avant 70 ans. Mais néanmoins, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'après 70 ans, ça vaut, la peine ou pas d'ouvrir une assurance vie? Moi, j'ai ouvert une assurance vie pour ma mère qui a 85 ans et ça reste très intéressant. Pourquoi? Parce que, d'une part, elle a toujours un abattement de 30 500 €, qui n'est pas rien, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que, les intérêts, qui sont créés après 70 ans sont exonérés de succession. D'accord? C'est uniquement le capital qui va être taxé, mais les intérêts sortent de la ligne successorale. OK? Donc on a par exemple, voilà, le cas d'une succession, Mireille qui a 88 ans, qui vient de décéder malheureusement. Elle avait, un capital de 300 000 €, 3 bénéficiaires.
elle avait placé, 50 000 € avant ses 70 ans et après 70 ans, 225 000 €, mais 20 000 € de plus-value. Donc là, on regarde sa fiscalité va être on va regarder, la part taxable des versements qui ont été faits avant 70 ans. Donc là-dessus, il y aura à peu près, il y aura aucun impôt là-dessus, d'accord? Puisque là, c'est en dessous des 18 834 et c'est en dessous des 152 500. Et ensuite, sur la partie des 225 000 €, par bénéficiaire, donc on a 194 500, heu et on a finalement une part taxable qui va représenter 64 834. D'accord? Donc là, par contre, ça, il y a une toute petite erreur, là-dessus, puisque ça c'est bon, c'est pas grave, il y a une petite erreur sur celui-ci. Heu, on est encore en dessous, heu, de 64 000 € par bénéficiaire. Comme on est en dessous de 152 000 €, il n'y a aucune, imposition. Donc il y a rien à déclarer. Les 2 sont, on est, si c'était par contre un seul bénéficiaire, d'accord? Si on était un seul bénéficiaire, là-dessus, on aurait, 225 000 moins 30, qui sont donc, la part, qui est, l'abattement de 30 500 €, sur lequel je retire mes 20 000 € de plus-value qui sont générés, ça fait 174 000 et là-dessus, je retire 152 000 € de ma part bénéficiaire, ce qui veut dire qu'en fait, je vais être imposée sur 20 000 €. Donc là, pardonnez-moi, il y a eu une petite erreur dans cette chose-là que j'avais pas vue. D'accord? Hem, on peut bien sûr avoir également sortir l'assurance vie en rente et là, c'est une option qui nous permet en fait d'avoir, une un versement régulier, et qui va être, imposé, hem, en fonction de mon taux d'imposition et de mon âge pour définir, ma rente viagère. Ça, c'est l'assureur qui va, organiser finalement le versement de ces rachats, et ça peut être une intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une option qui est souvent utilisée puisque vous pouvez, récupérer la totalité de votre capital ou les montants que vous voulez, contrairement à d'anciens contrats où on n'utilisait qu'une rente viagère, d'accord? Donc ça, c'est une option, mais la généralement, Hem, c'est organisé plus par des rachats ponctuels ou des rachats programmés. Combien coûte une assurance vie? Alors, c'est important quand même de regarder généralement quand vous allez, voir votre banque, un conseiller en investissement ou des plateformes, les différents frais qui peuvent être appliqués. Il y a beaucoup de banques ou de prennent des frais d'entrée, c'est ce qu'on appelle des frais d'entrée qui sont entre 0 et 5. Les néobanques, les banques en ligne ou des plateformes prennent, souvent aucun frais d'entrée. Nous, par exemple, on n'en prend pas. Donc faites bien attention parce que quand même, ça peut couper une partie, de l'investissement. Heu, essayez de négocier à ne pas avoir de frais d'entrée, heu, quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie. Ensuite, les frais de gestion du contrat, généralement, on va retrouver les frais de gestion de la compagnie d'assurance et ensuite les frais de gestion des supports. Donc les frais de gestion, de la compagnie d'assureur sont généralement varient en fait, si on est sur un fonds en euros ou si on est sur des unités de compte, donc les fonds. Sur les fonds en euros, ils représentent, on va avoir des frais qui vont être entre 0,4 et 1. C'est à peu près la moyenne, d'accord? Hem, vous allez avoir des néobanques qui vont prendre à peu près 0,5 ou 0,6. Regardez bien parce que souvent après il y a d'autres frais qui s'ajoutent. Hem,
et notamment des frais de gestion pilotés, d'autres frais qui sont, rajoutés. Mais grosso modo, généralement, les frais de gestion de l'assureur, on peut dire en moyenne, ça va être autour de 0,8-0,9, OK? En dessous, on va avoir les frais de gestion des unités de compte. Donc les unités de compte, ça va être, à la fois souvent des ETF. Aujourd'hui, c'est quand même la grande mode d'avoir des ETF, qui sont donc des supports d'investissement qui permettent de répliquer l'indice, c'est et qui ont l'avantage de finalement de pas être très cher et d'être chargés à 0,25. Donc ça doit être rajouté à ces frais-là. On a également les fonds, des fonds d'investissement qui sont gérés par des gérants, et on va avoir, un ordre de frais qui vont être entre 1 et 2. Ça peut même aller au-delà si on est sur des supports, de private equity avec des frais de sous-performance et cetera. Mais grosso modo, au total, la totalité de vos contrats, heu, quand on rajoute les frais d'assureur et les frais de gestion des UC et les frais de gestion pilotée, ne devrait pas dépasser un 8, à 2 au totalité. Sinon, là, vous êtes, sur des frais qui sont trop chers. Maintenant, ce qui est important, c'est quand même de regarder ce que, vous avez en net, hein. Si vous avez une très, très belle gestion, très performante, de temps en temps, ça peut mériter de payer un petit peu plus que sur une gestion libre d'une néobanque, où vous avez zéro service, et que vous êtes sur des ETF que vous ne savez pas gérer. Donc, c'est intéressant de faire quand même, le bon arbitrage. Justement, en parlant d'arbitrage, quand on change de support, les compagnies d'assurance peuvent vous prendre des frais qui s'appellent des frais d'arbitrage. Souvent, c'est des montants fixes, ça peut être 450 €, 45 €, ou un pourcentage entre 0 et 1. D'accord? Là aussi, vérifiez bien, s'il y a des frais d'arbitrage ou pas. Chez Eves, par exemple, nous, on a fait le choix de pas en prendre, justement pour donner, un peu de souplesse. Par contre, on prend des frais de gestion automatisés qui vont, s'ajouter là-dessus. Oui, par exemple, voilà. Nous, si on prend, par exemple, aujourd'hui le cas concret des vestes, pour avoir un cas de transparence, nous, on travaille avec un de nos assureurs, c'est Apicil. Le fonds en euros Sur le fonds en euros, l'assureur, il va prendre 0,85 sur lequel Evest ici, ne touche, rien. Enfin, il y a rien, de rajouté par rapport au fonds en euros. Les unités de compte, sont de 0,80, hem, c'est de 0,80 où là-dessus l'assureur va prendre, une partie, heu, des frais de gestion et Evest va en garder une partie. Pour être très transparent, Evest touche 33 de ses uni de ses frais de gestion. Ici, on ajoute, des frais de gestion pilotés pour la proposition de service du contrat, de conseil, de gestion pilotée et d'automatisation, ce qui fait et des supports d'investissement qui sont au total de 0,6. Ce qui fait que pour un portefeuille, concret, d'un profil équilibre, 30 du fonds en euros, 70 en unité de compte, ça fait un total d'1,5. On dit: «Ah, 1,5, c'est généralement à peu près 2 fois moins cher qu'une banque traditionnelle». On peut trouver un peu moins cher, mais bon, généralement, si on prend par exemple sur 10 000 €, 10 000 € pour donner un peu de concret, 10 000 € d'investis, ça va vous coûter 152 € par an. L'assureur va toucher 81, Eves va toucher 28 € et les gestionnaires, les supports d'investissement vont vous coûter 41 €. D'accord? Donc ça, c'est un exemple, de frais de gestion. On a pas mal dépassé le temps, donc je vais plutôt passer aux questions-réponses. Hem, Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que toutes les assurances vie se valent? Alors, oui et non. C'est une bonne question. Quand on veut Les assurances vie sont,
au niveau de l'enveloppe, vont représenter donc la même enveloppe. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des supports qui, ont la même, caractéristique, au niveau, des avantages fiscaux et de, ses objectifs. Là où il va y avoir des différences, c'est sur le fonds en euros, donc quels sont les bons fonds en euros, puisque là, c'est géré directement par l'assureur et c'est ce fonds en euros qui va générer heu, ces rendements garantis et puis après ça va être l'offre de support d'unité de compte. Donc à bien regarder finalement, aujourd'hui par exemple, il y a énormément d'offres, de taux boostés de certains contrats d'assurance vie sur des fonds en euros. Donc, c'est intéressant de regarder si vous avez, par exemple, une volonté d'être sur quelque chose de très court terme ou de très sécuritaire, d'aller choisir l'assurance vie qui va avoir le rendement le plus intéressant sur le fonds général, sur le fonds en euros. Maintenant, si vous êtes principalement long terme et que vous voulez investir sur des unités de compte, c'est intéressant de choisir des assurances vie où vous allez hem, avoir le plus de choix possible, d'accord? Plus de choix possible pour hem, avoir, la possibilité d'investir sur plein de supports. Alors, mise parfaite, y a-t-il un montant minimal à poser à l'ouverture? Hem, alors, si c'est pour Evest, le montant minimal, c'est 1 000 € et un montant mensuel minimum, c'est 100 €, d'accord? Si aujourd'hui je mets tant par mois, puis-je changer la mensualité? Oui, bien sûr, vous pouvez changer la mensualité au bout de combien de temps, quand vous voulez. C'est, on peut changer du mois pour le lendemain. Ça, il y a pas de problème. Diane avait une question, la première question que j'ai pas compris là. Qu'elle le garde? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Arthur, quelle est la différence entre gestion libre et gestion conseillée? Très bonne question. La gestion libre, c'est vous qui choisissez en fait sur quel support vous voulez investir, et finalement, vous ne déléguez pas, le conseil et l'arbitrage, par un tiers. Quand on est dans une gestion conseillée, vous finalement, vous laissez, à un conseiller, que ce soit une plateforme digitale, un conseiller en investissement, ça peut être Evest également, la possibilité de, réaliser des arbitrages et d'investir pour vous. Et ce qui permet dans une gestion automatisée, moi je vous conseille toujours la gestion conseillée, puisque vous allez avoir vos portefeuilles qui vont être, rebasés régulièrement et réinvestis et qui vont pouvoir, être complètement automatisés. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Arthur. Claire, j'ai une assurance vie chez Crédit Mutuel depuis 8 ans qui me rapporte 2,5 par an. Dois-je la garder ou pas? Alors, 2,5 par an, dois-je la garder? Vous avez 8 ans. Donc si vous retirez aujourd'hui, bah, vous avez une fiscalité qui est avantageuse. 2,5 par an, c'est mieux que le livret A, qui est aujourd'hui à 1,7. Mais c'est clair que, quand on a les boosts actuels, on peut espérer plus. La question, c'est est-ce que au sein de votre assurance vie, vous pouvez changer un petit peu les supports, heu, qui sont, heu, qui sont présents? Sinon, effectivement, je vous conseille de regarder, ce qui pourrait être optimisé parce que 2,5 par an, c'est pas forcément optimal, compte tenu d'une longueur, d'investissement qui est déjà de 8 ans. Je pense que vous pouvez avoir quand même une espérance de 4 et 4 sur 8 ans ou même quand on regarde les intérêts composés, ça fait quand même une grande différence. Donc moi, je peux regarder pour vous clair.
mais c'est sûr qu'il faut essayer de l'optimiser. 2,5 ça me paraît assez faible. Ça semble assez proche du livret en effet. Merci Claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense que de toute façon, on a un petit peu dépassé le temps. Alors si, Diane, j'ai 25 000 € à placer, mais je veux faire un achat immobilier d'ici 2 ans. Mieux vaut-il un livret A ou une assurance vie? Ah, alors ça, c'est le calcul qu'on va faire ensemble. 25 000 € aujourd'hui, le livret A, il fait 1,7. Si je le place aujourd'hui, dans une assurance vie, je vais avoir là, sur moins de 2 ans, je vous mets exclusivement en fonds euros, je prendrai 0 risque. Aujourd'hui, on a des boosts qui peuvent espérer 4 environ. 4, mais je vais être fiscalisée. Mais je vais être fiscalisée à hauteur de 30, d'accord? Qui est la flat tax. Donc 4 à 30, il va me rester 3 net, d'accord? 3 net, c'est quand même mieux que 1,7, d'accord? 1,7, je ne suis pas fiscalisée, c'est le livret A. Mais aujourd'hui, mes bourses sur mes fonds en euros, c'est à peu près 4. Je vais être fiscalisée, mais même avec la fiscalité, je dépasse le livret A. Donc oui, 25 000 € à 2 ans, placez-le sur une assurance vie, on vous trouve un bon boost plutôt que sur votre livret A. Voici, hem, très bien. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a donné, une vision, de ce fameux couteau suisse qu'est l'assurance vie, qui permet à la fois de placer de façon diversifiée, de se constituer une épargne, de se constituer l'épargne de précaution, comme on a vu, de transmettre, à ses enfants ou à ses proches, et de pouvoir avoir un complément de retraite. Voilà, donc une, assurance vie, c'est vraiment quelque chose, à avoir dans son outil de patrimonial, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en avoir plusieurs. Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir chez plusieurs assureurs, si vous le souhaitez, pour, bénéficier de différentes choses. D'accord? Eh bien écoutez, merci à tous de votre, écoute et à très bientôt.